J'ai commencé en 2014. Au début de la guerre, j'ai beaucoup couvert le début. Non, mais on savait que derrière ce qui se passait en Crimée et dans le Donbass, il n'y avait pas seulement des Ukrainiens. On le savait, on est allé à Sloviansk, on savait que derrière il y avait des Russes, qu'il y avait les services de renseignement russes. Et ça, c'est Irpin au tout début C'est Irpin au début de la guerre? au tout début de la full-scale invasion. Parce que nous, on est arrivé avec mon équipe, on est arrivé le 23 ou 24. Le 23 ou le 24 février, ils sont arrivés le soir à Kiev. Et puis après, on a couvert les 3 premières semaines Et ils sont restés les 3 premières semaines de la guerre. de la guerre. Et donc, ouais, je sais pas, ça, c'est des images qui ont marqué le monde. Et ils ont passé 3 semaines. Ça, c'est notre reportage. Ouais. Oui, ce sont leurs reportages qui ont fait le tour du monde. Et on était rentré, on avait passé le pont et on était rentré dans Irpin alors qu'il y avait qui était encore en ville et il y a ce monsieur qui évacuait les gens. C'est la personne qui a évacué les gens d'Irpin quand les Russes étaient encore à Irpin. Et donc là, c'était un moment qui était quand même un peu dangereux parce que les Russes étaient à l'intérieur d'Irpin encore. Les Russes étaient encore à l'intérieur d'Irpin et c'était vraiment une période assez effrayante. Et ça fait partie des reportages qui nous ont, qui m'ont marqué, mais pas seulement moi, le caméraman avec lequel j'étais. Et c'est justement ce reportage qui m'a marqué. C'est-à-dire que il m'a fait une très très forte impression. Parce que là, il y avait des blindés russes dans la ville, quoi. C'est parce que nous avons vu ces véhicules blindés russes circuler dans la ville. Et donc on était allé dans cet immeuble-là où il y avait des gens qui... Et on est entré dans cette maison où se trouvaient ces gens. Qui essayaient de vivre autant que possible. Qui essayaient de vivre autant que c'était possible dans ces conditions. Et ce qui m'avait marqué, c'est après, on va les voir, il y aura tous les gens dans l'immeuble et il y a le volontaire qui évacue, qui demande aux gens qu'est-ce qui veut partir maintenant, qu'est-ce qui veut être évacué. Et j'ai aussi été très impressionnée par ce bénévole qui essayait... Ce monsieur, oui, qui essayait de dire aux gens, d'expliquer que je peux emmener du monde là qui va lever la main. Et ça, c'est un moment fort parce que c'est le moment où on sent que leur vie est en train de basculer. Ils doivent choisir, rester, partir, quitter chez eux, sans savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir revenir. Et donc voilà, là on était sur... Est-ce que vous sentez les changements depuis votre premier reportage à Boutcha et à Irpin? Bien sûr. Et là maintenant? Spécialement à Irpin et à Boutcha ou en général? En général. Ah bah oui, il y a eu beaucoup d'étapes depuis le début depuis février 2022. Il s'est passé quand même beaucoup d'étapes. Ouais. Il y a eu d'abord le début de la guerre avec beaucoup d'angoisse et de fébrilité, où personne ne savait vraiment ce qui allait se passer, si les chars de l'armée russe allaient arriver dans le centre de Kiev en 3, 4, 5 jours, 2 semaines. La résistance, le fait de voir qu'en fait l'armée ukrainienne résistait mieux que ce que n'importe quel expert pouvait dire au début de la guerre. Et puis après, il y a eu la contre-offensive, le retrait des forces russes au-delà de Kharkiv et tout ça. Et puis après, maintenant, on est dans une guerre vraiment d'attrition où on sent que l'armée russe est en train d'épuiser en fait l'Ukraine. C'est une usure, quoi. Et ça dure quand même depuis un certain temps. On grignote un petit peu, on fatigue les Ukrainiens, on les tue beaucoup. Est-ce que les journalistes français sont en contact avec les médias ukrainiens? Est-ce que vous avez des relations professionnelles, d'amitié avec les journalistes ukrainiens? Quand on les croise sur le terrain, oui, mais j'ai pas de relation suivie avec de journalistes ukrainiens, non, pas particulièrement. Et ça ne veut pas dire que j'ai pas des confrères à moi qui sont en relation avec des journalistes ukrainiens. En fait, nous, quand on va en Ukraine, on est en équipe avec notre fixeur, qui est donc un fixeur ukrainien, qui lui-même, à l'origine,
n'était pas journaliste, mais qui de fait l'est devenu un petit peu. Et on est beaucoup sur des terrains de reportage où il n'y a pas toujours des journalistes, du coup on n'est pas vraiment... On se croise sur le terrain, mais moi j'ai pas de relation suivie avec des journalistes ukrainiens. Est-ce que vous arrivez de passer les messages d'après avoir vu tout ça? Est-ce que vous êtes en pouvoir de passer les messages ou le média de journaliste il ne prévient pas de donner les messages? Quelle est votre attitude personnelle par rapport à tout ce que vous voyez? Moi, le message que je fais passer, c'est à travers les reportages qu'on fait. Et je pense qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un reportage pour faire passer un message, justement, parce que ça n'engage pas mon opinion, ça n'engage pas une personne, c'est la réalité qu'on montre. Et je pense que la réalité qu'on montre, elle est suffisamment parlante pour que les gens comprennent ce qui se passe en Ukraine. Et je pense que c'est ça le message le plus puissant. Je ne sais plus si c'est là. C'est la télévision publique ukrainienne qui fait un documentaire. Et donc, il voulait juste savoir si c'était possible de faire 2-3 images. On a déjà les fonds. Oui, c'est possible, c'est bien, ils ont fait du tournage. Ça, c'est la régie, c'est le plateau, on le voit là dans l'image. France 2, France 3. France 2, France 3, mais le plateau, c'est... Quand notre président donne les rendez-vous, les interviews, il est par là quelque part. Non, il n'était pas sur ce plateau-là, il était sur un plateau à l'extérieur de France Télé, du 20h de France 2 et du 13h d'ailleurs, c'est là qu'il y a tous les journaux de France 2 sont tournés sur ce plateau. Оця студія – це студія 20:00. Це самий прайм-тайм, це те, що дивляться найбільше. Тобто всі новини звідси йдуть на всю Францію. Це віщання на всю Францію. Ça, c'est le dernier reportage qu'on a fait. C'est mon dernier reportage. C'était au moment de la libération de prisonniers. Il y avait cette petite fille qui retrouvait son papa. C'est le moment de la libération, quand la petite fille voit son papa. Et quand on montre ce genre de scène, et vous allez voir après, il y a... Bon, ça c'est la première séquence du reportage. Donc on voit déjà la souffrance des gens. Quand on voit ces visages, on comprend la souffrance de ces gens. Et vous allez voir après, il y a un prisonnier qui est sorti de prison il y a quelques mois, qui a été scarifié par ces geôliers russes qui lui ont écrit sur le ventre Slava Russia. Et vous allez voir, enfin je veux dire, quand on voit ce genre de torture, quand on voit ce genre de comportement, c'est ce monsieur-là. Et quand des téléspectateurs français voient ce dont sont capables de faire des... Voilà, il avait écrit ça sur le ventre. J'aurais beau dire tout ce que je pense sur cette guerre, sur la manière dont la Russie l'a déclenchée, la mène, ce ne sera jamais pour moi aussi puissant que de regarder la réalité, en fait. Il dit que aucun de mes mots ne pourrait exprimer quoi que ce soit de plus, une douleur bien plus intense que ces images. Et je pense que pour les téléspectateurs, c'est beaucoup plus parlant que d'entendre les discours et les opinions des uns et des autres, peu importe de qui il s'agit d'ailleurs. Hein. Et dans un monde en plus où très polarisé, avec sur les réseaux des trolls, avec des Russes qui n'hésitent pas à mettre en doute tout, essayer de juste coller à la réalité en étant le plus honnête possible, pour moi c'est vraiment la manière, c'est ma manière à moi de faire passer un message. Très beau plateau. Oui. C'est ici que ça se passe. Vous voulez vous mettre à la place de la présentatrice? Oh, ensemble, avec vous. On y va, ensemble, voilà. Allez, ensemble. C'est tout, звідси віщають. Là, on se prend pour quelqu'un d'autre. Bonsoir.
Oksana? C'est comme ça on parle de l'Ukraine. Так, таким чином ми починаємо передачі про Україну. І таким чином ми розповідаємо про новини з України з нашими репортерами, які з Франції привозять новини про Україну. Oui, Voilà. donc c'est là que est présenté le journal tous les soirs en semaine et il y a donc 4 millions de téléspectateurs qui regardent. І 4 Au moins, мільйона tous les глядачів, французів, дивляться ці новини кожного вечора о 8 годині вечора. Et qui regardent nos reportages sur І l'Ukraine. які дивляться ті репортажі про Україну, про які ми щойно розповідали. Que vous pensez que les médias font assez pour le jour d'aujourd'hui pour que l'opinion publique française comprenne vraiment réellement ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine? Je pense que du point de vue de l'Ukraine, on fera jamais assez. Parce que pour l'Ukraine, c'est une question de vie ou de mort. C'est une menace existentielle. Et on ne parle pas que de ça en France. Il y a d'autres sujets, malheureusement, qui intéressent les Français. Donc d'un point de vue ukrainien, on en fait certainement pas assez. Mais ma chaîne a, depuis le début de cette guerre, en permanence une équipe en Ukraine, ce qui est un effort financier, un investissement et puis un choix important. Ce n'est pas le cas des autres chaînes françaises. Et il y a beaucoup de reportages qui ont été diffusés et qui continuent à être diffusés sur notre chaîne depuis le début de cette guerre. Et à l'échelle de notre pays, oui, je pense que c'est un effort conséquent. Est-ce que c'est assez? Je ne sais pas, et je sais que pour les Ukrainiens, ce ne sera jamais assez. Mais d'un point de vue français, en tout cas, nous, dans notre chaîne, je pense qu'on fait un effort important pour que la réalité de ce qui se passe en Ukraine soit à la portée de nos téléspectateurs. Et on a essayé de raconter un peu la vie au quotidien une journée en fait avec des soldats ukrainiens. On a essayé de raconter une journée d'un soldat ukrainien dans une tranchée. C'est-à-dire qu'on a passé avec eux, c'est exactement ça aussi. Nous avons partagé leur quotidien pendant... On était vraiment, je crois que on était vraiment à la ligne zéro. Donc on était, je sais pas, à 100 mètres des Russes. Moi j'ai 2 enfants. C'est pas la première fois que je couvre des zones de guerre, donc ils ont un peu grandi avec moi qui part dans des endroits bizarres. Mais là, c'est la première fois au début de la guerre où j'ai senti qu'ils ont eu peur. Parce que en fait, on en a beaucoup parlé en France au début de la guerre. Et du coup, même ils étaient petits, ils sont toujours pas très grands, mais ils étaient vraiment petits à l'époque. Et donc, voilà, on en parlait beaucoup à l'école et ils savaient que j'étais là-bas. Et c'est la première fois où ils ont eu peur. Mais maintenant, avec le temps, ils se sont habitués. On s'habitue à tout, malheureusement. Et on a beau faire tous les reportages qu'on peut, je pense que les gens... Tant que c'est pas eux qui sont concernés, ils ont du mal à comprendre que ça pourrait être eux demain. Par exemple, dans cette tranchée, c'est des ingénieurs, des étudiants qui se sont retrouvés dans une tranchée du jour au lendemain. Et ça, c'est quelque chose que les gens ont du mal à comprendre, même si on le raconte, on n'arrête pas de le répéter et on continue de le faire encore. C'est tellement, ça fait tellement peur. Je veux dire qu'ici, c'est sûr que la vie continue. Il y a pas, la guerre n'est pas là, alors que pour les Ukrainiens, c'est vraiment une question existentielle. Et je pense d'ailleurs que c'est là-dessus que mise Poutine. Il mise beaucoup sur le temps, il a le temps avec lui, il espère que les Européens vont se lasser de soutenir les Ukrainiens, que les Ukrainiens eux-mêmes vont se fatiguer de résister.
Et malheureusement, c'est le pire ennemi de l'Ukraine aujourd'hui, c'est presque le temps. Je pense pas que Poutine soit un homme à faire des compromis. Donc tant que non, je vois pas ce qui pourrait, à part s'il se trouve dans une situation vraiment difficile, mais pour l'instant, il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison d'arrêter. Comme en plus, il n'y a pas spécialement de pression de la part des Américains, notamment pour lui forcer la main. Je pense que son vrai projet, c'est de faire de l'Ukraine une Biélorussie bis. Et que tant qu'il n'aura pas ça, il ne s'arrêtera pas. Tant qu'on ne le forcera pas. Je pense que on a cru à un moment, peut-être, après la contre-offensive, quand ils se sont retirés de Kharkiv, de Kherson, que là, il y avait une dynamique. Il y a eu la deuxième contre-offensive à l'été, où on se disait, là, peut-être. Et l'échec de cette contre-offensive a été... et moi, je le sentais à ce moment-là. Si ça ne marche pas, après, ça va s'enliser. Et pour Poutine... c'est un énorme avantage de jouer la montre, de jouer le temps comme ça. Et à partir du moment où cette contre-offensive a échoué, moi j'avais le sentiment que ça allait devenir vraiment compliqué. Et on y est encore aujourd'hui. Les soldats sont contraints de rester aux abris pendant 2 heures au moins. Une journée dans cette tranchée permet de mieux comprendre le niveau de fatigue, de lassitude de soldats ukrainiens qui, pour la plupart ici, sont sur la ligne. Ah là, j'étais pas rassuré quand même. Hein. Oui, bon, encore ça va. Non, la dernière fois que j'y suis allé, on est allé vers Pokrovsk et pour aller sur une position de droniste. Quand on était avec nos pilotes de drones sur et la là, position... j'ai senti qu'il pouvait arriver tout et n'importe quoi à tout moment. Je veux dire, le changement de la guerre depuis 1 an, maintenant avec les drones, les FPV et la généralisation en fait des drones kamikazes, ça fait que ça devient de plus en plus compliqué pour nous d'aller sur la position. On ne pourrait pas aller dans la tranchée aujourd'hui, c'est pas possible. On a des protocoles de sécurité. Après, sur ce genre de terrain, et particulièrement quand on s'approche de la ligne de front, il n'y a pas de risque zéro, et ils le savent. Donc quand on décide d'aller sur une position, ou même d'aller en Ukraine, c'est pas une décision anodine, c'est une décision, y compris pour la direction, qui peut avoir des conséquences lourdes, et tout le monde le sait. Merci beaucoup, cher Marc. Merci. C'est impressionnant, tout ce que vous nous avez dit. C'est rien par rapport à ce qu'endurent les Ukrainiens tous les jours. Et Marc me répond, quand je le remercie, que ce que nous faisons n'a rien à voir, que ce n'est pas le même niveau de risque que celui des soldats ukrainiens et que c'est incomparable avec ce qu'ils voient de l'armée ukrainienne sur le front. Et de mon côté, je tiens à dire que malgré tous les risques et toutes les pertes qu'ont déjà subies les journalistes français, les reporters français, ils continuent de raconter la guerre au monde entier. Ils continuent de porter la vérité sur cette guerre. Et moi qui regarde et suis les médias français ici, je peux vous dire qu'ils soulignent toujours le courage des Ukrainiens. Et dans chaque reportage, surtout ici, sur France Télévisions, on sent vraiment le soutien à l'Ukraine. Творимо вільно, говоримо відкрито, діємо разом.